Salutations à tous, je suis Charles-Henri Pierre. Dans notre dernière édition, nous avons vu que l'atrocité de l'esclavage était telle que ces témoins, tant ces auteurs que ces victimes, n'ont pas pu s'empêcher de développer ce qu'un auteur moderne, Joy DeGruy, appelle le Post-Traumatic Slave Syndrome, ou encore le syndrome post-traumatique lié à l'esclavage. Il s'agit globalement de tout un lot de signes et de symptômes observés chez ceux qui furent et qui sont encore traumatisés par le système esclavagiste. Dans la pratique, le SPTE se manifeste par un dérangement psychologique majeur appelé complexe. Et classiquement, un complexe, c'est un ensemble d'idées et de sentiments plus ou moins inconscients qui conditionnent en partie le comportement d'une personne. Et quand on parle de comportement, nous évoquons d'abord le racisme, le suprémacisme des auteurs ou bénéficiaires du système esclavagiste. Nous faisons aussi allusion aux victimes du système et à leurs descendants qui présentent toutes sortes de complexes d'infériorité. Nous allons voir aujourd'hui que le syndrome post-traumatique lié à l'esclavage ou SPTE détermine le comportement du noir en général, chrétien ou non, dans ses relations, premièrement, avec les autres noirs, deuxièmement, avec les blancs d'une manière générale et l'ancien colon en particulier, et troisièmement, avec le christianisme, c'est-à-dire avec Dieu. Tout d'abord, face aux autres noirs. En tout premier lieu, c'est dans leurs relations interpersonnelles face à leurs congénères que les noirs affichent le plus leur mépris d'eux-mêmes, leur complexe d'infériorité, leur frustration, ce qui se traduit parfois par une violence réactionnelle. Déjà durant l'esclavage, pour obtenir les bonnes grâces de son maître, le commandeur était souvent plus dur envers les autres esclaves qu'il surveillait que le colon lui-même. D'où le vieil adage depuis la Guinée, nègre haït nègre, ce qui veut dire que depuis la Guinée, le nègre haïssait le nègre. Ce vieux proverbe créole, il est vrai, fait aussi allusion aux razzias ou aux captures d'esclaves, opérées en Afrique dans la plupart des cas par les Africains eux-mêmes. Mais cela veut-il dire que les Africains ont sciemment vendu leurs rejetons comme esclaves en Amérique et ailleurs? Nous allons voir cela dans quelques instants. En attendant, il convient de noter qu'à cause de cette instabilité émotionnelle dérivée du SPTE, il est vraiment difficile à l'haïtien d'aimer son congénère, comme le recommande la parole de Dieu, parce qu'il se comporte parfois en raciste, qui regarde son vis-à-vis avec les yeux du blanc. On note alors chez lui une absence de bonté, de compassion, de miséricorde, d'amour. Il ne se dérange vraiment que pour son clan, pour ne pas dire pour sa tribu. C'est de lui que parlait Edgar Villers dans Les 10 hommes noirs, quand il disait, nous citons, « Insensé que celui dont la pitié s'efface, qui n'a pas de place à donner au malheur, qui voit mourir le pauvre et se couvre la face en disant « Ce n'est rien, c'est la mort qui passe, c'est un indigent qui meurt ». Si le STPE altère donc le comportement du noir à un point tel qu'il ne veut plus voler au secours de son semblable en danger, de la détresse, qu'en est-il maintenant du blanc? Quel est l'impact du SPTE de la relation entre le noir et le blanc? Dans le cadre de la traite négrière, les Européens ont d'abord cherché à agir avec le plus de discrétion que possible, en confiant dans la plupart des cas la responsabilité de la traite aux Africains eux-mêmes, affirmant alors que les Africains se sont engagés dans une véritable traite négrière africo-africaine, c'est-à-dire à l'intérieur même de l'Afrique. Une traite négrière dont ils ne seraient que de simples bénéficiaires. Où est la vérité dans tout cela? En Afrique, il convient de noter avec Wikipédia que l'esclavage était une pratique établie de longue date dans l'histoire des sociétés africaines, par diverses civilisations, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Divers systèmes d'esclavage existaient. On pouvait y tomber pour dette, on pouvait vendre sa progéniture, on le devenait aussi après avoir été fait prisonnier lors d'une guerre. Il convient de noter qu'en Afrique, l'esclavage n'était en rien semblable à ce qui se pratiquait dans les Amériques. En Afrique, l'esclave était davantage un serviteur qu'un esclave à proprement parler. Il gagnait plus facilement sa liberté. Il était considéré parfois
comme un membre de la famille. On ne peut donc le comparer à son homologue des Amériques. En fait, dans la pratique, c'est la traite négrière transatlantique qui défigura l'Afrique, et non pas ce système à elle qu'elle pratiquait depuis les temps immémoriaux. Que s'est-il donc exactement passé? Pour bien comprendre ce qui s'est véritablement passé, il convient de replacer ces événements dans leur contexte historique. Tous les historiens de l'époque qui ont visité ou séjourné en Afrique du 8e au 15e siècle sont unanimes à reconnaître que l'Afrique était un continent plutôt paisible, constitué d'empires, de royaumes, de villes, de villages, qui n'avaient pas grand-chose à envier à ce qui existait ailleurs. Nous voulons citer notamment Eldad Ben Mali Hadani, appelé encore Eldad le Danite, un voyageur marchand du 9e siècle, dont les récits ont été publiés à partir de 1480. Il convient de citer également Jean l'Africain, un géographe et historien célèbre du XVIe siècle, qui a écrit, entre autres, A Geographical History of Africa, et également l'abbé Brouillard, qui publia en 1776 Le royaume du Lurango et Karango et autres territoires. Nous voulons mentionner également Felipe Hernandez Ernesto, qui publia en 2005 The World, a History. Ces auteurs et d'autres sont formels. L'Afrique comptait au début du Moyen-Âge de nombreux empires, parmi lesquels l'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, qui s'étendit de la Mauritanie au Sénégal, et qui fut l'empire africain le plus riche de toute l'histoire, après l'empire égyptien. Il fut dirigé par Mansa Musa. Mansa signifie roi des rois. Il fut donc le roi des rois de l'empire du Mali, de 1312 à 1337. L'empire malien fut richissime grâce à une extraction d'or malien évaluée entre 3 et 4 tonnes par an. Mansa Musa est considéré parmi les plus riches hommes qui ont existé sur toute la surface de la terre. Il porta l'empire du Mali à son apogée, du Fouta Djallon à Agadez et sur les terres de l'ancien empire du Ghana. Il établit des relations diplomatiques suivies avec le Portugal, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte bien entendu. Son règne correspond donc à l'âge d'or de l'empire malien. Le troisième grand empire que nous voulons citer est l'empire du Songhai, c'est-à-dire le Niger d'aujourd'hui, qui comptait déjà 70 000 habitants, soit davantage que Londres, qui n'avait à l'époque que entre 20 et 30 000 habitants. En Tanzanie, le palais royal avait 1000 chambres, selon Felipe Fernandez Ernesto. La capitale de l'empire du Mali, Tombouctou, avait une université. En 1668, également, la ville du Luango, en Afrique centrale, montrait des signes de planification urbaine, tels qu'un grand boulevard central, rectiligne, des rues bien tracées, des maisons basses et à étages, présentant des barrières à la rentrée. Elle comptait également une ambassade à Rome. Nous ne parlerons pas de l'Égypte, trop glorieuse pour pouvoir être considérée dans un si petit espace. Tout ceci, c'est pour dire que, à travers le Moyen-Âge, jusqu'à l'arrivée des musulmans et des premiers vaisseaux négriers, l'Afrique ne saurait être présentée comme une immense savane, habitée par des lions, des léopards, des hippopotames, qui se disputaient cet espace avec des sauvages semi-nus, vêtus de pagne, tels que voulaient nous le faire croire les Occidentaux. Malheureusement pour l'Afrique, une fabuleuse découverte, celle de la poudre noire, appelée aussi poudre à fusil ou poudre à canon. Cette découverte fut donc faite en Chine. Cette découverte bouleversa le cours de l'histoire de l'humanité. Elle fut ramenée de Chine, d'abord par les musulmans, qui poussèrent jusqu'à l'extrême-orient, après la mort de Mahomet, de leur voyage d'expansion de l'islam. Un peu plus tard, Marco Polo confirmera pour l'Europe ses trouvailles musulmanes. Fast forward maintenant. Quand les premiers Européens se présentèrent d'abord sur l'île du Cap-Vert et ensuite sur les côtes de l'Afrique occidentale, les guerriers africains, avec leurs lances, leurs arcs, leurs flèches, ne firent pas le poids face à des assaillants munis de fusils et de canons modernes qui semaient la mort partout sur leur passage. Ils établirent
à leur arrivée sur les plages africaines, des fortifications, véritables bases militaires qui leur servirent de tête de pont pour lancer des incursions sur les terres intérieures afin de se procurer eux-mêmes des candidats à l'esclavage. Attaques, d'ailleurs, contre lesquelles les Africains ne pouvaient absolument rien. Véritable disciple de Machiavel, de Nicolas Machiavel, qui avait publié L'art de la guerre en 1531 et Le Prince en 1532, les premiers négriers, dont l'objectif primordial était de se procurer le plus de personnes possible, qui devaient servir d'esclaves sur les nouvelles terres d'Amérique, ces négriers donc résolurent de se faire aider par les Africains eux-mêmes, en utilisant la méthode de la carotte et du bâton. Détenteurs d'une puissance de feu imparable, ils en profitèrent pour démanteler militairement les empires et royaumes africains qui n'avaient absolument pas d'armée pour faire face à ces dévastateurs. Parfois, ces négriers recouraient à une véritable diplomatie de la canonnière en fomentant des coups d'État au cours desquels ils éliminaient les présidents, les rois, les empereurs, pour les remplacer par des groupes armés et des laquais acquis à leur cause, méthode qu'ils utilisent jusqu'à ce jour. Les empires et royaumes africains furent alors somalisés en 1000 morceaux, devenant les terres de personnes qui attirent toutes sortes de prédateurs pour toutes sortes de raisons. Chaque royaume, chaque empire reçut son lot, ou plutôt la version locale des explorateurs, des corsaires, des boucaniers et autres flibustiers. Les nations européennes furent enchantées de leurs exploits. Un homme comme Francis Drake devint Sir Francis Drake. Christophe Colomb fut fêté malgré qu'il fut motivé non par des objectifs humanitaires, académiques et ou missionnaires, mais par l'avidité pure et simple, avec les graves conséquences qui s'en suivront pour les populations locales. La plupart des chercheurs estiment que l'Afrique, à la fin de la traite négrière, aura perdu plus de la moitié de sa population. En attendant, de vastes espaces furent contrôlés par des laquais ou des gangs africains soumis aux négriers. Ces laquais, ces gangs, les approvisionnèrent en bois d'ébène, recevant comme récompense les précieuses armes à feu, de l'alcool, de la pacotille. La paix, l'union, la prospérité, le bien-être des Africains d'avant la traite, furent remplacés par l'éclatement des empires, des royaumes, par toutes sortes de troubles, par la misère généralisée, par une véritable dépopulation du continent, des séquelles qui persistent jusqu'à aujourd'hui. Et même après l'abolition de l'esclavage, les méthodes d'asservissement par indigènes interposés fleurirent. On peut considérer l'exemple classique du Congo au début du XXe siècle. Évidemment, nous parlons du Congo belge. Des témoignages de l'époque établissent l'exploitation et les mauvais traitements dont fut victime la population indigène, particulièrement les cas de mutilation. Nous faisons allusion au cas des 25 000 mains coupées. Évidemment, ces témoignages commençaient à filtrer de la presse à partir de 1900. Le journaliste et écrivain Edmond Denis Morel, qui travaillait alors pour une compagnie maritime, essaya d'alerter l'opinion publique mondiale sur le fait que des bateaux quittaient le port d'Anvers en Belgique avec des cargaisons d'armes et revenaient chargés de caoutchouc lors de l'époque. Tous ces faits ont été rapportés abondamment par notamment Arthur Conan Doyle dans Le crime du Congo belge 1909 et 2005, David Van Raybroek, Congo, The Epic History of a People 2013, et également David Renton, David Seddon et Leo Zelig, The Congo Plunder and Resistance 2007. Et dans le même temps, les richesses de ces pays colonialistes explosaient. Devenons donc conclure, dans un tel contexte, que l'Afrique a vendu ses fils pour quelques dollars de plus. Face à un pareil tableau, il serait bien plus juste de conclure que les négriers et colonialistes se sont bien servis par laquais interposés. Reconnaissons tout d'abord
comme nous venons de le voir, que le noir, l'ancien esclave, n'a pas en général une haute opinion de lui-même. Face à un congénère noir comme lui, qu'il veut impressionner, il parle comme le blanc, il s'habille comme le blanc, il se comporte comme le blanc. Il va jusqu'à utiliser les éclaircissants de la peau et les défrisants des cheveux juste pour ressembler au blanc. Son modèle suprême, son demi-dieu, c'est qu'il n'a pas suffisamment confiance en lui-même, en ses productions matérielles, mentales, sociales, spirituelles. Bref, c'est le fameux peau noire et masque blanc de Frantz Fanon. Un trait majeur du syndrome post-traumatique lié à l'esclavage, STPE. Mais d'autre part, c'est dans les relations interpersonnelles que le SPTE cause problème. Relations dans les sociétés homogènes, avec une élite dominante, malade, suprémaciste. La faute spirituelle, alors, c'est l'orgueil. Maintenant, dans les sociétés hétérogènes, avec une classe blanche dominante, le suprémacisme est suivi de relations à double vitesse, telles que l'apartheid. Maintenant, des relations dans une nation homogène blanche dominante, face à une nation homogène noire, on note l'hypocrisie pure et dure, le néocolonialisme. Le pays noir est perçu alors comme étant fondamentalement incapable de prendre en main son propre destin, ce qui se manifeste par un double standard dans l'aide. Le plan Marshall pour les uns, le FMI et la Banque mondiale pour les autres, pour les pays noirs. Justification scientifique de leur attitude, le darwinisme, les théories fumeuses des sciences économiques. Justification spirituelle, la malédiction de Cam. Face au blanc maintenant, quelle est l'attitude du noir, de l'ancien esclave, face à son ancien maître? Nous venons de voir que souvent, le blanc représente un modèle suprême, comme un demi-dieu pour l'ancien esclave, pour le noir d'une manière générale. Et cela dépasse l'admiration légitime pour quelqu'un qui détient souvent un savoir et un savoir-faire réel. Une attitude qui peut atteindre l'adulation, l'adoration, même quand ce blanc nage dans la plus grande des bêtises. Il est intéressant de noter qu'à l'inverse, l'ancien maître n'a souvent aucune ou très peu de considération pour quelqu'un qu'il considérait comme une chose. Rappelons qu'en France, le Code noir de 1785 stipulait, entre autres, que l'esclave est un bien meuble qui n'a pas de pensée, qui n'a pas de sentiment, de capacité spirituelle. Il est une chose qui n'a pas de droit d'héritage, mais dont les autres peuvent aisément hériter. Son Dieu ne peut être qu'un Dieu blanc. Signalons aussi que, durant la même époque, il existait aussi en Espagne un code noir qui ressemblait comme deux gouttes d'eau au code noir français. Aux USA, aux États-Unis, il existe dans la Constitution américaine un article qui reconnaît à l'esclave noir, 2/5 d'humanité. Ce qui est quand même un petit progrès par rapport au code noir français et espagnol, il faut le reconnaître. Avec un pareil passé, comment éviter les complexes de supériorité et d'infériorité respectivement pour les blancs et les noirs, des complexes responsables du SPTE et qui compromettent considérablement le décollage des anciens pays qui furent ravagés par l'esclavage. C'est notamment l'opinion du sociologue haïtien Hubert de Ronceret, fondateur du Centre haïtien d'investigation sciences sociales, qui déclara dans une entrevue diffusée dans Haïti Observateur du 15 au 22 juin 1994, nous citons, « L'avenir d'Haïti est une immense interrogation. Il est bloqué à l'intérieur par des égoïsmes irréconciliables et à l'extérieur par un racisme à visage découvert. Le monde entier nous déteste et nous condamne à l'assistance humanitaire sélective. Le développement nous est refusé. » Fin de citation. Le président Maniga est encore plus incisif. Dans une interview à Télémax le 30 septembre 1999, il déclara, et nous citons, « Concernant les rapports avec l'étranger n'a même pas besoin de donner un diktat au gouvernement actuel. Il sollicite les décisions étrangères.
Ils attendent de l'étranger les moyens, les solutions aux problèmes nationaux. Comprenez, ce n'est pas seulement une démission, ce n'est pas seulement un sous-sous, il y a une volonté d'être esclave. On vous convoque à une ambassade. Le président de la République va à une ambassade pour recevoir des injonctions. On vous convoque à l'étranger. Le président de la République va à l'étranger pour recevoir des remontrances, les récriminations de ministres de la Justice étrangers. Fin de citation. L'ancien président Louis Borneau, qui dirigea le pays de 1922 à 1930, reconnut qu'il y avait une véritable cassure entre l'élite du pays et le peuple. Finalement, l'historien Michel Socor déclara, et nous citons, « Je viens de lire sur Internet les fameux rapports. J'ai fini par comprendre pourquoi ce pays se retrouvait toujours dans cette situation. Parce qu'il a été toujours dirigé par des hommes sans personnalité, indignes, traîtres. » Il réagissait ainsi après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Jusqu'ici, nous avons vu le SPTE à l'œuvre de la personnalité même de l'ancien esclave ou de son rejeton, de les relations interpersonnelles entre les Noirs, de les sociétés homogènes à majorité blanche et de les relations entre pays blancs et pays noirs. Mais c'est dans le domaine spirituel que le SPTE a commis le plus de dégâts. C'est ce que nous verrons dans notre plus prochaine édition. D'ici là, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde.